Tiens, vous revoilà. Cela faisait un petit moment, n'est-ce pas? Il s'en passe des choses dans la vie de nos enquêteurs. Dans cette réalité ou bien une autre. Allez, ne perdons pas plus de temps et rejoignons-les au plus vite. Il me tarde de savoir quelles seront leurs décisions aujourd'hui. Et surtout, quel genre de détails passeront à la trappe cette fois-ci. C'est ce que je préfère. Les détails. Dame Claude. Madame Claude revient soudainement à la réalité, ou tout du moins ce qui y ressemble, tandis que Christelle Laudrac lui caresse le dos avec la délicatesse d'un bœuf de charrue. C'était très impressionnant, Madame Claude. Vos yeux, les tremblements, vous étiez ailleurs, transporté. Ça m'a foutu les fouasses. Vous avez parlé aux esprits, vous étiez avec eux, n'est-ce pas? Ils ont parlé de mon rodoudou. Tandis qu'elle est assaillie de questions et de postillons, Madame Claude semble surtout lutter pour ne pas s'écrouler et perdre connaissance, prise de nausées et de vertige. Sa respiration est incontrôlable et saccadée, sa poitrine se gonfle, mais l'air n'y rentre pas. Pire, ses poumons sifflent, comme s'ils étaient gorgés d'eau. Pantelante et hébétée, la main sur sa poitrine comme pour l'aider à se soulever et reprendre son souffle, Madame Claude est soudainement saisie d'une intuition. Ignorant totalement Christelle, elle chancelle tant bien que mal jusqu'au phonographe et commence à frénétiquement le fouiller, chercher des tiroirs dérobés, des cachettes insoupçonnées. Elle fouille frénétiquement autour du phonographe qui vient tout juste de cracher la galette noire qu'elle faisait vibrer. Il y a quelque chose, la pochette d'un disque, cartonné, usé, un mot d'une écriture sublime aux boucles esquises et charmantes, pour ma cri-cri, et un joli dessin, un tout petit oiseau, accolant au mot d'amour. Nous retrouvons maintenant Jean-Emmanuel, caché dans le petit couloir de l'hôtel. Il tient dans ses mains une photo troublante, inquiétante, qui semble avoir figé sur place. Cette photographie représente le cadavre du père Rochereau, celui-là même qui est décédé dans notre première réalité. Cette réalité que Jean-Emmanuel lutte à oublier, expliquer, comprendre. Un mot, une note à côté de la terrifiante photographie. Everything is possible. Rendez-vous chez Colette. Jean-Emmanuel Pierre fixe la photo pendant un temps indéterminé. Puis, il prend une longue inspiration, rallume sa pipe. Il range la photo et reste dehors encore quelques minutes. Il décide d'aller marcher quelques 10 mètres jusqu'au bord de la falaise, surplombant le port, et regarde l'activité portuaire. Le père Rochereau, assis aux côtés de son collègue écossais, a remarqué l'agitation soudaine de Madame Claude, bien qu'il n'ait évidemment pas conscience des étranges visions dont elle a été victime. Ce dernier fixe du regard Jean-Emmanuel Pierre qui part précipitamment et incline légèrement la tête vers de Jonzac, puis marmonne. Je gardais un meilleur souvenir de l'air vivifiant de la Bretagne. On semble plus suffoqué qu'autre chose ici. N'êtes-vous pas de cet avis, mon cher? L'allure chancelante de Madame Claude, la sortie précipitée de Jean-Emmanuel Pierre et la remarque peu encline du père rendent Pierre-André de Jonzac très joyeux. Il regarde ces scènes avec un sourire de satisfaction et déclare à la cantonade « Mes amis, les affaires m'appellent. Je dois téléphoner à mon associé pour lui communiquer quelques brillantes idées qui viennent de me traverser l'esprit. Ne m'attendez pas, et surtout, soyez le plus concentré pour notre enquête. Cette journée ne fait que commencer et j'ai besoin de toute la vivacité de vos esprits brillants. » Il se dirige ensuite en direction du garde-manger, avec entrain, non sans saluer le père, d'un clin d'œil amical. Andrew lève les yeux de son journal. L'envie de profiter de l'extérieur et de s'éloigner de son cher patron le prend. Il se lève en signalant simplement qu'il part fumer. Il est inquiet. Où est Peter, son ami? Il est étrangement distant ces temps-ci. Tandis que notre Écossais rejoint l'extérieur et, par là même aperçoit son ami Jean-Emmanuel songeur à l'extérieur, Christelle Laudrac reprend avec la poésie d'un char d'assaut. « Bah alors, Madame Claude, qu'est-ce qui vous prend à fouiller dans mes affaires? Coquine !» Elle chipe des mains la pochette cartonnée, la hume comme si elle portait le parfum de l'amour, puis la serre contre sa poitrine. Constatant que personne ne semble apprécier sa compagnie, Henri-Joseph Rochereau referme brusquement son livre de prière, se lève et part en direction de Madame Claude lorsqu'il entend Christelle hausser le ton. « Ah, v'là mon seigneur, il va vous aider à vous sentir mieux, Madame Claude. Rebonjour, mon père. Madame Claude n'a pas l'air dans son assiette, vous voyez. » Ne vous inquiétez pas pour Madame Claude, c'est une artiste, une hypersensible, surtout à la musique. Henri-Joseph se rapproche doucement de Madame Claude et lui chuchote à l'oreille. Tout va bien. À l'arrivée du père Rochereau, Madame Claude semble reprendre partiellement ses esprits et c'est l'air un peu hagard et sur un ton complètement absent qu'elle glisse à Christelle. « Pardonnez mon intrusion, ma chère Christelle. » Puis soudain, ses réflexes reviennent et elle reprend d'une voix plus assurée, suave et faussement inquiète. « Mais les cartes m'ont envoyé un message funeste. Votre roux-doudou est en très mauvaise posture. Peut-être que si vous nous communiquiez son nom, au père et moi-même, nous serions en mesure de vous aider. »« Mon roux-doudou, mon gros roux-doudou !» Elle feint de s'évanouir, mais son jeu d'acteur est plus proche de faire pitié à nos enquêteurs que de les subjuguer.
Puis, sortant un vieux mouchoir blanc de son tablier, elle s'effondre dans les bras de Madame Claude. « Mon roux-doudou, que lui est-il arrivé? Madame Claude, est-ce les Allemands? Ils l'ont retrouvé ?» Dehors, Andrew s'approche de son vieil ami, profitant de l'air frais qui lui rappelle ses Highlands de cœur. Il s'inquiète ces derniers temps. Il semble l'éviter. Il s'assoit à côté de lui et lui tend sa pipe. À l'intérieur du garde-manger, nous retrouvons Monsieur de Jonzac qui n'avait pas du tout l'intention de téléphoner à qui que ce soit. Nous l'observons seulement en train de bavarder avec les pommes de terre, les mottes de beurre et les sardines étalées sur une table en bois. Il lui semble même qu'un de ces petits poissons, yeux grands ouverts et globuleux, lui répondent. « Quand est-ce que nous irons à la baignade ?» De Jonzac lui répond, enjoué et d'un ton fort pour être entendu des autres dans l'autre pièce. « Bientôt. La baignade est pour très bientôt. Oh oui. » Toujours face à Christelle sanglotant, Madame Claude reprend. « Il se pourrait bien qu'il soit déjà entre leurs mains en effet. Et plus vous m'en direz sur votre rencontre et sur vos échanges, plus nous serons en mesure de l'aider, ma chère Christelle. Et plus vite, il pourra vous retrouver. » Elle sanglote, ravale une énorme glaire et reprend. « Vous allez vous moquer, Madame Claude ?» Puis elle tend un regard de coquère au père Rochereau. « Non, je ne peux pas. Vous allez vous moquer. » Comment des enfants du Seigneur pourraient-ils se moquer de l'amour, ma fille? Aidez-nous, et le ciel vous aidera. Sachez donner, et Dieu vous le rendra au centuple. Revenant gaiement dans la pièce après son appel téléphonique, Monsieur de Jonzac scrute un instant avec sérieux ses compères. Puis, estimant que cette matinée n'a que trop duré, il réarrange son veston et propose un départ. Cette auberge est certes agréable, mais nous avons une mission à mener à bien. S'adressant au père Rochereau, il dit « Mon père, puis-je vous laisser détacher Madame Claude de notre tenancière tandis que je réunis nos deux autres amis? Il nous faut nous mettre en route. Il ne faudrait pas louper la marée. » Dehors, l'arrivée d'Andrew aide Jean-Emmanuel Pierre à se remettre en confiance dans la confusion qui l'accable depuis son réveil. Un fait lui est revenu en tête. Andrew est un ami très proche. Est-ce que ça a toujours été le cas? Il n'est pas sûr, mais il s'en fiche. Il lui adresse un faible sourire, puis il ressort la photo et le message qui l'accompagnait. Il l'adresse à Andrew d'une voix hésitante. J'ai reçu un courrier fort étrange ce matin. Et il lui tend le tout. Après moultes efforts de Madame Claude, Christelle finit par lâcher. C'est que je n'ai jamais vraiment vu mon rodoudou. Enfin si, mais il est venu plusieurs fois, mais il n'a jamais voulu me montrer son visage. C'est un romantique, mon rodoudou. Comme on n'en fait plus. Je ne connais pas son nom. Il parle en énigme, mon rodoudou. Il m'a dit « Ma cri-cri, je serai votre Américain et cela sera bien. Cela sera assez pour ravir votre cœur. » Enfin, lui, il le disait mieux. Il le disait vachement mieux. Au dire de Monsieur de Jonzac, Christelle se raffaire, essuie son tablier, baisse la tête et ses yeux de coquère, et repart fissa derrière son zinc. « Mon rodoudou, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon rodoudou ?» murmure-t-elle. Considérablement contrariée par cette absence de clarification, Madame Claude rejoint de Jonzac et le père Rochereau. En arrivant, elle leur glisse discrètement. « Je n'en tirerai rien de plus. Quelle est notre prochaine étape ?»« Nous ferons de notre mieux, ma fille, » reprend le père Rochereau. « Soyez-en sûrs et que Dieu vous bénisse d'être gracié de l'amour. » Sur ces mots, il suit Madame Claude pour rejoindre les autres. Dehors, Andrew prend la photo. Le malaise de son ami devient subitement plus clair. « Peter, où as-tu trouvé ça ?» Il regarde attentivement la photographie, à la recherche de tout indice, prouvant sa falsification. Voyant Madame Claude à ses côtés, Monsieur de Jonzac lui répond « Votre abnégation avec notre hôte est remarquable, très chère Madame Claude. Néanmoins, le temps presse. Je propose de suivre les recommandations du père Rochereau quant à notre prochaine étape. Mon père, où pensez-vous qu'il faille nous rendre pour la suite de notre enquête? Votre instinct est inestimable et nous vous suivrons avec confiance. Je pensais aller à l'asile dans un premier temps, puis je me suis ravisé suite à vous dire. Il est vrai que la petite ne risque pas de bouger, ni nous apporter des informations. Il est clair pour moi qu'elle n'est pas derrière tout cela. Mon intuition me dirait d'aller vers la chapelle, mais je ne suis pas sûr d'y trouver plus de réponses. Allons demander à nos camarades dehors ce qu'ils en pensent. Peut-être que l'air frais leur aura donné des idées. Qui sait? Après avoir écouté le père Rochereau, Monsieur de Jonzac sort dehors pour prévenir les deux autres. Monsieur de Jonzac aperçoit les deux amis parlant à voix basse dans la rue. Jean-Emmanuel vient à l'instant de cacher quelque chose dans sa poche. Une carte? Quelque chose comme ça. Il dit « Cher Jean-Emmanuel, notre bon père Rochereau propose d'aller à la chapelle. Non pas pour y faire ses prières quotidiennes, mais pour les besoins de notre enquête. Êtes-vous prêts, mes braves ?»« Oui, ça me paraît judicieux. Allons-y dès que possible. » répond Jean-Emmanuel. « À la bonne heure, repprend Monsieur de Jonzac. Je vois que les embruns de l'océan nous font à tous le plus grand bien. » Puis il crie au père « Mon père, allons-y. » L'océan n'attend pas. Reprend l'Écossais. Il y a possiblement une autre piste, Monsieur de Jonzac. Qu'avez-vous en tête, mon cher Andrew? Une investigation au bord de la mer? Eh bien, il peine à trouver ses mots et finit par se tourner vers son ami. Montre-lui, ce sera plus simple.
Monsieur de Jonzac regarde Jean-Emmanuel avec un très grand sourire. « Quoi donc, mon ami? Que cachez-vous là ?» Jean-Emmanuel tend la photographie à Monsieur de Jonzac. « J'ai reçu une lettre ce matin, adressée à moi personnellement, me donnant rendez-vous. » Toujours très souriant, Monsieur de Jonzac regarde Jean-Emmanuel, puis observe la photographie. Tandis que Pierre-André observe la photo et son message à la lumière du timide soleil breton, le père Rochereau est foudroyé par une apparition. Une seule seconde aura suffi, tandis que Monsieur de Jonzac est désormais en train de lire le message au dos de la carte. Le père Rochereau est sûr et certain d'avoir aperçu son propre corps, son propre cadavre sur la photographie. L'Écossais tire longuement sur sa pipe en regardant le père Rochereau et de Jonzac. Plutôt troublant, non? Je ne suis pas expert en la matière, mais ce trucage est impeccable. On cherche visiblement à nous intimider. Tout le corps du père Rochereau et le moindre muscle de son visage se fige à cette vision d'horreur. Son cœur s'emballe et est pris d'un profond sentiment de peur, de danger. Intérieurement, il est persuadé d'être une des prochaines cibles de ce meurtrier. Sa respiration s'alourdit. Extérieurement, il est de marbre et feint l'indifférence. Il parvient à sortir d'un ton froid et monocorde. Ce n'est pas la première fois que des personnes souhaitent ma mort. Encore des jeunes athées intégristes. Il tente de contrôler le plus possible et ne rien laisser transparaître. À la lecture de la note au dos de la carte, Monsieur de Jonzac dit « Mon bon père, pourquoi parler de la mort ainsi alors que l'océan face à nous est plein de vie? Reprenez donc vos esprits. Allons faire un tour chez Colette, si on nous donne rendez-vous. Qu'en dites-vous? Sommes-nous tous sur le départ, vers cette mystérieuse Colette? Vous avez tout à fait raison, monsieur. Le temps est radieux et il me tarde de nous mettre en route. Le ton jovial qu'emploie le père Rochereau est presque surréaliste et schizophrénique. Pour garder le cap, il répète en continu dans sa tête « Après tout, ce n'est qu'un jeu. Il me suffira de changer de personnage. » Les Chénard et Walker, les voitures de luxe de nos enquêteurs, mettront un temps infini à rejoindre Brest. Oh, je vous vois venir. Moi aussi, je me suis fait la réflexion, et cela rendra le voyage d'autant plus étonnant. Chez Colette, cela pourrait être partout, nulle part aussi, sur notre immense planète. Alors, comment nos enquêteurs ont su qu'il s'agissait là d'un troquet de Brest? Étonnant. Intuitivement, sans réflexion, sans discussion, ils ont toutes et tous su qu'il s'agissait du Colette à Brest. Comme s'ils l'avaient déjà vu, entendu, lu, vécu ou rêvé. Mystérieux, hein? Oh, pas plus que le silence glacial qui se sera installé dans les voitures ou les grattements frénétiques du père Rochereau sur son avant-bras. Un léger problème d'anxiété peut-être. À vous, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Oups, pardon, je m'égare. À trop vous parler, ils finiraient par se rendre compte que je narre plus leur histoire. Et cela ferait de moi un très mauvais gardien. Nous voilà à Brest, sous un ciel gris et un vent à couper au couteau. Schling! Le Colette se dessine, enfin. Il y a du monde en cet après-midi. Il est 14h45 et les serveurs s'affairent à servir tout le monde en boisson et en soupe de poisson. Monsieur de Jonzac sort de sa voiture et ajuste son habit. Ces automobiles modernes sont infernales pour la bonne tenue de nos vestons. Pour sa part, Madame Claude, après s'être réapprêtée dans la voiture, sort en humant l'air de la ville et en regardant tout autour d'elle à l'affût du moindre mouvement suspect. Et d'un pas plutôt décidé, elle commence à se diriger vers l'établissement. Jean-Emmanuel ne dit rien, mais il renifle pour essayer de sentir les odeurs de la ville. Il se fait la réflexion que c'est curieux que l'odeur de marée persiste autant. C'est vrai, cela dit quelque chose à Jean-Emmanuel. L'usine, la sardainerie, n'est pas très loin. Elle est toute proche même. Cela explique peut-être l'odeur. Madame Claude remarque que, dès l'arrivée des enquêteurs, le serveur en chef du Colette s'est empressé de déposer son plat de poisson sur une table et est parti en courant à l'intérieur du troquet. Avant de sortir du véhicule, l'Écossais s'assure que son arme est bien à sa place. Il l'a chargée avant de partir, et cela fait bien la 15e fois qu'il la vérifie. Il est nerveux. Cette photographie, cette affaire, l'attitude de son ami. Il a un mauvais pressentiment, comme dans la tranchée peu avant l'arrivée du nuage de gaz. Il sort enfin du véhicule. Un verre lui fera le plus grand bien. Pour sa part, le père Rochereau sort du véhicule, s'étire très largement, comme après une dure journée de labeur au champ, et répond à l'invective de Jonzac sur un ton tout aussi impertinent. Et encore, vous ne portez pas de soutane, mon cher, croyez-moi, ces choses sont un enfer sur le dos, on en ferait de meilleures nappes. Il éclate de rire, de façon exagérée, en tapant sur sa cuisse, laissant couler quelques gouttes de sang venant de l'égratignure profonde qu'il s'est faite à force de se gratter. Tiens, tandis que notre cher prêtre vendéen laisse couler quelques gouttes de sang de ses égratignures, il nous semble apercevoir, cela est très furtif, une morsure sur son avant-bras, légère, de tout petits crocs. Et cela nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Écran noir.
Voilà, l'enquête est relancée. Il me tarde de savoir ce qu'il va bien pouvoir se passer chez Colette. J'adore les troquets. Allez, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et que l'horreur commence.